Mon fils a hypothéqué ma ferme dans mon dos, et a ri en disant ne t'inquiète pas, tu ne seras plus là pour voir la saisie. Alors pendant 5 ans après le décès de mon mari, j'ai tout donné à mon fils et à sa femme. Ma maison, ma confiance. Mon avenir. Ils m'ont remercié en hypothéquant secrètement notre ferme familiale juste sous mon nez. Puis, j'ai entendu sa femme rire, lui disant de ne pas s'inquiéter, car je ne serais pas là pour voir la saisie. Ils pensaient voler un lopin de terre sans valeur. Mais ils ont oublié un tout petit détail. Ils ont oublié de demander à qui appartenait l'eau. Mon mari, David, disait que cette ferme n'était pas faite de terre et de bois, mais de souvenirs et de sueur. Chaque planche de la grange, chaque sillon dans les champs, portait une histoire. Pendant les 5 années qui ont suivi son départ, j'ai essayé de garder ces histoires vivantes. Mais la solitude est un givre persistant. Elle s'infiltre dans les fissures dont on ignorait l'existence. Alors, quand mon fils, Marc, et sa femme, Sophie, ont suggéré de s'installer dans la maison principale pour s'occuper de moi et aider, j'ai eu l'impression que c'était une réponse à mes prières. La maison, qui avait résonné du silence de ma perte, fut soudain remplie de vie. Je n'étais plus seule, et pour cela, j'étais prête à pardonner presque tout. Le premier test de cette volonté est survenu un mardi matin qui sentait la panique et le café faible. J'ai trouvé Marc dans la cuisine, la tête entre les mains, l'image même du désespoir. Le vieux tracteur John Deere, celui-là même sur lequel David et lui avaient bricolé d'innombrables fois, avait finalement rendu l'âme. C'est fini, maman, dit-il, la voix tendue. On ne peut pas préparer les champs. La récolte de cette année est foutue avant même d'avoir commencé. On est ruiné. Il présenta le problème non pas comme un revers, mais comme une apocalypse. Il parla d'une nouvelle machine, à la pointe de la technologie, qui coûtait plus que ce que j'avais gagné en 5 ans comme comptable à la coopérative locale. Le prix fut un coup de poing, un chiffre si énorme qu'il semblait appartenir à un autre monde. Je savais ce qu'il demandait sans qu'il ait besoin de le dire. Mes économies. Le capital que David et moi avions méticuleusement constitué, un filet de sécurité pour mes vieux jours, pour ma tranquillité d'esprit. Ce n'était pas pour la ferme. La ferme était censée subvenir à ses propres besoins. C'était pour moi. J'hésitais, le visage sage et prudent de David défilant dans mon esprit. Il m'avait toujours dit de garder les finances séparées, de me protéger. Mais ensuite, j'ai regardé mon fils, mon unique enfant, les épaules affaissées sous le poids du monde. La solitude me chuchota à l'oreille, me rappelant le calme, les longues nuits. À quoi servait la sécurité s'il n'y avait personne avec qui la partager? On va s'en sortir, mon chéri, dis-je, et cette décision me coûta plus que l'argent. Elle me coûta une partie de la promesse que j'avais faite à David. Cet après-midi-là, à l'agence bancaire du village où tout le monde connaissait mon nom, j'ai effectué le virement. Le directeur de la banque, un homme qui m'avait vu grandir, haussa un sourcil mais ne dit rien. L'acte lui-même était stérile, numérique, mais j'avais l'impression de céder quelque chose de physique, quelque chose de lourd et de chaud que je ne tiendrais plus jamais. Quand j'ai dit à Marc, le soulagement sur son visage fut immédiat. Il me donna une accolade rapide, presque obligatoire, un merci, maman, tu nous as sauvés, jeté par-dessus son épaule alors qu'il était déjà au téléphone, passant la commande. Il n'y eut plus de discussion. Pas de véritable gratitude. Juste une transaction achevée. La vraie piqûre, celle qui laissa un poison à diffusion lente dans mes veines, arriva 3 jours plus tard. Sophie descendit, fredonnant une petite mélodie, habillée pour aller en ville. À son bras pendait un sac de cuir d'une couleur crème fraîche, avec une boucle dorée qui brillait à la lumière du matin. Il était visiblement neuf, et visiblement cher. Je l'avais reconnu dans un magazine qu'elle avait laissé sur la table basse, le prix entouré. Un prix qui aurait pu réparer le toit de la grange. Il est magnifique, Sophie, dis-je, ma voix plus fluette que prévu. Elle sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, ça? Dit-elle, tapotant le sac comme un animal de compagnie précieux. C'est un investissement, Carole. Marc essaie de conclure de gros contrats en ville. On doit sauver les apparences, projeter le succès. Tu comprends, c'est important pour les affaires. Elle le dit d'un ton si désinvolte, comme si elle expliquait la météo. La logique était si tordue, si effrontément égoïste, que cela me laissa sans voix. Moi?
qui venait de vider ma sécurité financière pour un tracteur essentiel. On me disait qu'un sac de créateur était une nécessité professionnelle. À cet instant, en les regardant partir en voiture, riant de quelque chose à la radio, j'ai ressenti le premier vrai frisson. Ce n'était pas encore de la colère. C'était une tristesse profonde et sourde. Je cherchais des excuses pour l'accolade hâtive de Marc, pour la logique froide de Sophie. Je me disais que je ne comprenais pas leur monde, que les choses étaient différentes maintenant. Mais au fond de mon cœur, la comptable en moi, la femme que David aimait pour son bon sang, savait que les chiffres ne correspondaient pas. Et cet achat ne ressemblait pas à un luxe. Il ressemblait à une déclaration. J'avais l'impression qu'une ligne était franchie, et j'avais le terrible sentiment qu'il ne faisait que commencer à tracer la carte de mon avenir, et je n'avais aucune idée d'où ces lignes menaient. Cette histoire, mon histoire, raconte comment ces lignes furent tracées, et comment j'ai finalement repris le crayon. Si jamais vous vous êtes senti invisible dans votre propre maison, si jamais vous avez donné plus que vous n'avez reçu, peut-être comprendrez-vous. Restez avec moi dans ce périple. Si vous voulez bien, abonnez-vous et aimez la vidéo. Dites-moi aussi dans les commentaires de quelle ville ou région vous l'écoutez. Parfois, savoir que quelqu'un est là, qui écoute, rend le silence un peu moins lourd. Et croyez-moi, les choses étaient sur le point de devenir beaucoup plus bruyantes. Le frisson causé par le sac de créateur de Sophie a persisté longtemps après qu'elle et Marc soient rentrés ce jour-là. C'était un murmure sourd sous la surface de nos vies quotidiennes, un rappel constant que le sol sous mes pieds tremblait. Le tracteur coûteux était dans la grange, brillant et neuf, mais il ressemblait moins à un outil de salut qu'à un monument à ma complaisance. J'ai essayé de refouler ce sentiment, de l'enterrer sous la routine de la vie à la ferme, mais leur prochaine action a rendu cela impossible. Elle est arrivée enveloppée dans le langage de la préoccupation, le déguisement le plus dangereux de tous. Un soir, ils m'ont fait asseoir à la table de la cuisine, celle que David avait construite avec un chêne tombé sur la propriété. Des feuilles de calcul et des documents étaient étalés devant eux. C'est Marc qui parlait, mais je sentais le scénario de Sophie dans sa bouche. « Maman » commença-t-il, son ton grave et travaillé, nous regardions les finances de la ferme, et les choses sont compliquées. Il y a tellement de paramètres, de factures, de taxes, de fournisseurs. C'est trop pour toi de t'en préoccuper. Sophie intervint, posant doucement sa main sur la mienne. Nous voulons juste que tu te relaxes et profites de ta retraite, Carole. Tu as travaillé dur toute ta vie. Puis vint la proposition, une procuration. Cela leur permettrait, expliquèrent-ils, de gérer toute la paperasse, de tout simplifier. Ce n'était qu'une formalité, dirent-ils, pour me faciliter la vie. Chaque instinct que j'avais, chaque leçon de prudence que David m'avait enseignée, criait de protestation. J'étais comptable. Je comprenais les chiffres mieux qu'eux. Mais en regardant leur visage sérieux, j'ai vu le piège. Si je disais non, je serais la difficile, la vieille femme qui refusait l'aide, qui ne faisait pas confiance à son propre fils. Il deviendrait rancunier, la paix fragile de notre foyer s'effondrerait, et le silence reviendrait en force. La peur de ce silence fut une force plus puissante que mon bon sang. Alors, d'une main qui tremblait légèrement, j'ai signé les papiers le lendemain chez l'avocat, un jeune homme qui prenait Marc au mot pour tout. J'ai ressenti un profond sentiment de capitulation, comme si je venais de céder volontairement les clés de ma propre vie. Les conséquences ne furent pas immédiates et catastrophiques, mais lentes et corrosives, comme la rouille. Une semaine plus tard, un camion-plateau s'arrêta dans l'allée. Deux hommes commencèrent à charger la vieille charrue et le semoir de l'arrière de la grange. Je courus dehors, le cœur battant. « Qu'est-ce qui se passe » demandai-je. Marc sortit de la maison, s'essuyant les mains sur son jean. « Oh, juste de la vieille ferraille à vendre, maman. On a eu un bon prix. On remet l'argent dans la ferme. » Mais ce n'était pas de la ferraille. La charrue était la première que David avait achetée pour cette terre. Je pouvais encore voir son fantôme dans le cuir usé du siège. J'ai dit ça à Marc, ma voix chargée d'émotion. Il a juste soupiré, un son de pure exaspération. « Maman, ce ne sont que des objets. Ça prenait de la place. On doit être pratique, pas sentimental. » Il s'éloigna, me laissant debout dans la poussière du camion qui partait, me sentant stupide de me soucier de juste des objets. C'était le nouveau schéma. Mon sentimentalisme était peu pratique. Leurs dépenses étaient un investissement nécessaire.
La ferme, la chose même que mon sacrifice était censé sauver, commença à montrer des signes de négligence. Une clôture s'affaissa dans le pâturage ouest. Le toit de la grange, celui que le sac de Sophie aurait pu réparer, fuyait un peu plus à chaque pluie. Pourtant, Marc conduisait soudain un nouveau pick-up, mieux pour le transport, maman et Sophie supervisaient une redécoration complète de la maison principale. De nouveaux meubles arrivaient dans de grands cartons, remplaçant les pièces solides et familières que j'avais partagées avec David. J'étais une invitée dans mes propres souvenirs, une observatrice silencieuse alors que mon monde était démantelé et remplacé par une version moins chère et plus brillante de lui-même. J'ai essayé de m'affirmer une fois, doucement. J'ai vu une facture d'un magasin en ligne chère que je ne reconnaissais pas et j'ai demandé à Sophie. Elle a ri, un son léger et cristallin qui m'agaçait. Oh, Carole, tu ne comprendrais pas. Ça fait partie de la construction d'une marque. Présence en ligne, engagement sur les réseaux sociaux. C'est un monde complètement différent maintenant. Ne te casse pas la tête avec ça. Elle m'a tapoté le bras, un geste de pure condescendance. J'ai senti mon visage rougir. Elle m'avait fait sentir vieille, inutile et stupide dans ma propre cuisine. J'ai cherché le soutien de Marc, mais il a juste haussé les épaules, évitant mon regard. Elle sait ce qu'elle fait, maman, a-t-il juste dit. Le coup de maître, le dernier élément brillant de leur puzzle involontaire, est arrivé un mois plus tard. Sophie a annoncé qu'elle était enceinte. La joie fut réelle, l'espace d'un instant. L'idée d'un petit enfant, d'une nouvelle vie dans cette ferme, fut un baume pour mon cœur meurtri. Mais ils l'ont immédiatement utilisée comme une arme. La grossesse est devenue la justification de tout. Ils avaient besoin d'une voiture plus sûre, d'une chambre de bébé à la pointe de la technologie, de tout bio. Les comptes de la ferme étaient vidés pour des dépenses qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture et tout avec leur confort. Ils construisaient un nid pour leur nouvelle famille, et ils utilisaient les planches de ma vie pour le faire. Et puis est venu l'hameçon, la pièce finale de leur puzzle involontaire. Pour préparer l'arrivée du bébé, ils ont installé un système de babyphone high-tech avec vidéo et audio. Un soir, Sophie a apporté un petit récepteur blanc dans ma chambre et l'a posé sur ma table de chevet. Voilà, dit-elle, son sourire plus large que je ne l'avais vu depuis des mois. On a mis un récepteur dans la chambre du bébé, dans la cuisine, et un ici pour toi. Comme ça, tu pourras toujours entendre le petit. Tu ne te sentiras jamais exclu. Le geste était si mièvrement doux, si parfaitement calculé, qu'il a failli marcher. Je la remerciai, mon cœur déchiré entre une lueur d'espoir et cette crainte froide et familière. Je ne le savais pas alors, mais elle ne m'avait pas seulement donné un moyen de me sentir incluse. Elle m'avait offert une place au premier rang de leur trahison. Et le spectacle était sur le point de commencer. Le babyphone resta sur ma table de chevet pendant une semaine, une sentinelle blanche silencieuse. Il était mostly silencieux, ne diffusant que le léger bourdonnement du purificateur d'air dans la chambre du bébé. Sophie était encore dans son premier trimestre, donc l'appareil était plus un symbole qu'une nécessité. C'était un symbole de leur prétendue attention, un rappel constant que j'étais censé faire partie de leur famille grandissante. Je voulais y croire. Seigneur, comme je voulais croire que ce petit morceau de technologie était un pont, pas une arme. Mais chaque fois que mes yeux tombaient dessus, je ressentais ce malaise familier, la sensation d'une chaussure un peu trop serrée. La nuit où cela s'est produit fut anodine. Une tempête arrivait des montagnes, le vent faisant claquer les vieilles vitres. Je m'étais couché tôt, un livre posé non lu sur ma poitrine, l'esprit trop agité pour la fiction. La maison était silencieuse. Marc et Sophie étaient dans la cuisine, leur murmure discret un lointain grondement inintelligible. J'étais sur le point d'éteindre ma lampe quand un grésillement est sorti du babyphone. J'ai tendu la main pour l'éteindre, mais je me suis figée. Une voix est passée, claire et nette. C'était Marc. Il n'était pas dans la chambre du bébé. Il devait avoir pris l'un des récepteurs en bas. Ma première pensée fut que quelque chose n'allait pas. Ma seconde fut qu'ils avaient oublié que le moniteur dans ma chambre était allumé. Je dis juste, Sophie, ça me semble faux. La voix de Marc était tendue, teintée d'une faiblesse que je connaissais bien. On contracte un autre prêt contre la ferme. Et si elle découvre? La banque a envoyé une autre lettre aujourd'hui. On est déjà tellement juste. Il y eut un silence. Je retins mon souffle, mes phalanges blanches alors que je serrais le bord de ma couette.
La tempête dehors semblait s'estomper en arrière-plan. Le seul monde qui existait était celui qui passait par cette petite boîte blanche. Puis vint la voix de Sophie, aussi douce et froide qu'une pierre de rivière. Faux? Marc, ce qui est faux, c'est que tu aies presque 40 ans et que tu vives encore sur l'héritage de ta mère. C'est notre chance de construire quelque chose pour nous, pour notre bébé. Elle a eu sa vie. Cette ferme, cette terre. C'est notre tour maintenant. Ces mots furent comme de l'acide, dissolvant toute lueur d'espoir qui me restait. Elle ne faisait pas que le convaincre. Elle le coachait, renforçant le récit qu'ils avaient construit ensemble. Elle faisait de mon existence un obstacle à leur avenir. Mais une deuxième hypothèque? Insista Marc, sa voix à peine un murmure. C'est une fraude, Sophie. On a utilisé la procuration, mais on a dit à la banque qu'elle était en mauvaise santé et avait autorisé cela. Si jamais elle va à cette banque. Si jamais elle parle à Maître Dubois. Mon sang se glaça. Maître Dubois. Mon avocat. Le plus vieil ami de David. Il savait qu'il était la seule personne en qui j'avais une confiance implicite. Il m'isolait activement de lui. Les pièces s'assemblèrent avec une finalité horrible et nauséabonde. Il ne s'agissait plus seulement de profiter de ma bonne nature. C'était une conspiration calculée, criminelle. J'ai ressenti une vague de nausée. Je voulais crier, courir en bas et les affronter, écraser cette petite boîte blanche contre le mur. Mais j'étais paralysée, piégée par le terrible besoin de tout entendre, de connaître toute l'étendue de leur trahison. Et puis, Sophie porta le coup final, dévastateur. Elle rit. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire sec, méprisant, totalement dénué de chaleur. Oh, arrête de faire ton drama, ricana-t-elle. Ne t'inquiète pas, mon chéri. D'ici à ce que la deuxième hypothèque fasse défaut, la vie de saisie ne l'atteindra même pas. Honnêtement, avec tout le stress qu'on lui inflige, toute cette inquiétude à propos de la ferme. Elle ne sera plus là pour le voir. La ferme sera tout à nous, libre de toute dette. C'est une triste réalité de la vie, mais c'est notre chance. Elle ne sera plus là pour le voir. Les mots restèrent suspendus dans l'air, résonnant dans le silence suffocant de ma chambre. Ce n'était pas une menace, pas exactement. C'était pire. C'était un calcul calme et rationnel. Il comptait sur ma mort. Il misait sur le fait que mon cœur céderait sous la tension qu'il créait intentionnellement. Mon amour, mon sacrifice, ma vie même, avaient été pris en compte dans leur plan d'affaires comme une perte acceptable, une étape nécessaire sur leur chemin vers la prospérité. Je n'étais pas leur mère, pas leur famille. J'étais un obstacle avec une date limite, une ligne sur un bilan morbide. La tempête éclata dehors, un coup de tonnerre ébranlant la maison jusqu'à ses fondations. Mais je l'entendis à peine. La vraie tempête était en moi. L'image de moi-même vola en éclats. La mère aimante, la veuve confiante, la vieille femme naïve, elle mourut à cet instant. Et à sa place, quelque chose d'autre commença à s'agiter. Quelque chose de froid, quelque chose de dur, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très, très longtemps. Le choc fut un coup physique, me laissant à bout de souffle. Mais à mesure que les secondes s'écoulaient, une nouvelle sensation commença à remplacer la douleur. C'était une rage glaciale qui brûlait lentement. Et avec elle vint une clarté si nette et si absolue, que c'en était presque terrifiant. Ils pensaient avoir tout le pouvoir. Ils pensaient connaître la valeur de chaque chose. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils m'avaient sous-estimé. Et ils n'avaient aucune idée de ce que valait vraiment cette ferme. Longtemps après que leur voix se soit éteinte du babyphone, je suis restée assise dans le noir, la tempête dehors un écho lointain de celle qui faisait rage en moi. La phrase « elle ne sera plus là pour le voir » tournait en boucle dans ma tête, chaque répétition ébréchant un autre morceau de la femme que j'étais. La douleur était immense, un poids physique sur ma poitrine qui rendait la respiration difficile. Ce n'était pas seulement la trahison d'un fils, mais l'anéantissement complet et total de la réalité que je m'étais construite. Chaque souvenir des dernières années fut souillé, chaque acte de gentillesse que je leur avais montré ressemblait maintenant à un clou que j'avais enfoncé dans mon propre cercueil. Les larmes vinrent finalement, mais ce n'étaient pas les larmes chaudes et désordonnées du chagrin. C'étaient des larmes silencieuses et froides d'une profonde et absolue désillusion. J'ai pleuré pour le fils que j'avais perdu, non pas à la mort, mais à une faiblesse si profonde qu'elle avait permis au poison de sa femme de devenir le sien.
J'ai pleuré pour l'amour que j'avais donné si librement, pour le voir traité comme une marchandise, une ressource à exploiter puis à jeter. J'ai pleuré pour ma propre folie, pour mon besoin désespéré de combler le vide que David avait laissé, un besoin si aveuglant qu'il m'avait empêché de voir les prédateurs que j'avais accueillis dans ma maison. Je me suis laissé ressentir tout cela, chaque goutte de chagrin et d'humiliation, parce que je savais que je devais le faire. Je devais laisser cette partie de moi, la partie douce, confiante, arrangeante, ressentir sa propre mort avant de pouvoir avancer. Et puis, alors que la première lumière de l'aube commençait à poindre à travers les rideaux, quelque chose changea. La douleur ne disparut pas, mais elle se cristallisa. Elle se transforma d'une douleur paralysante en un point de concentration dur comme le diamant. Les pleurs cessèrent. Je me levai, marchai jusqu'à la fenêtre et regardai la pluie laver les champs. Mes champs. Ma terre. Ma maison. La femme qui s'était couchée la nuit précédente aurait vu un paysage de souvenirs partagés et d'espoirs futurs. La femme qui se tenait là maintenant voyait un champ de bataille. Une propriété à sécuriser. Un héritage à protéger, non pas pour eux, mais contre eux. Le brouillard de sentimentalité qui avait obscurci mon jugement pendant 5 ans était parti, brûlé par la clarté brutale de leurs mots. Je regardais mon reflet dans la vitre sombre de la fenêtre. Le visage qui me fixait était plus âgé, marqué par des rides de chagrin que je n'avais pas remarquées auparavant, mais les yeux étaient différents. C'étaient les yeux de la comptable que j'avais été, la femme qui pouvait repérer une divergence à 1 kilomètre, qui comprenait que chaque action a une conséquence, et chaque actif a une vraie valeur. Sophie avait raison sur une chose, c'était un monde différent maintenant. Mais elle n'avait aucune idée que j'étais parfaitement capable d'y naviguer. Il me voyait comme une relique d'une époque révolue, une vieille femme sentimentale qui se souciait de juste des objets. Il n'avait aucune idée que j'étais une femme qui comprenait les contrats, qui connaissait les petits caractères, et qui, surtout, avait été mariée à un homme qui avait toujours 3 coups d'avance. Alors que je me tenais là, une pensée étrange flotta dans mon esprit, une question qui semblait venir de loin. Je me suis demandé combien d'autres personnes dans le monde étaient assises dans leur propre maison, se sentant invisibles, leur gentillesse prise pour de la faiblesse. Combien d'autres avaient leurs histoires réduites au silence par les personnes censées les aimer le plus? Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de me battre juste pour moi. Si vous écoutez ceci, et si une partie de mon histoire vous ressemble, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous écoutez. C'est une petite chose, mais savoir qu'il y a un monde de gens dehors, tous avec leur propre bataille, cela donne de la force. Ce matin-là, en descendant dans la cuisine, ils n'ont rien remarqué. J'ai fait le café, comme d'habitude. J'ai demandé comment s'était passée leur journée. J'ai joué le rôle de la matriarche un peu fragile, un peu dépassée, qu'ils s'attendaient à ce que je sois. Mais à l'intérieur, j'étais une générale élaborant sa stratégie. Mon chagrin était mon bouclier, et ma nouvelle clarté était mon épée. Ils pensaient avoir le contrôle. Ils pensaient que la partie était terminée. Ils n'auraient pas pu avoir plus tort. La partie venait juste de commencer. Et j'étais sur le point d'écrire de toutes nouvelles règles. Leur plus grande erreur n'était pas la deuxième hypothèque. Ce n'était pas les mensonges ou le vol. Leur plus grande erreur fut d'avoir oublié de lire les petits caractères de l'histoire de ma vie. Et j'étais sur le point de la leur lire, ligne par ligne. Les jours qui suivirent furent une leçon magistrale de tromperie, et j'en fus l'élève vedette. À l'extérieur, j'étais la même Carole. Je souriais quand Sophie parlait des couleurs de la chambre du bébé. J'acquiesçais quand Marc se plaignait du prix du carburant. Je suis devenue un fantôme dans ma propre maison, mes mouvements calmes et délibérés, mon expression placide. J'étais prévisible, inoffensive et, à leurs yeux, totalement vaincue par la lente marche du temps. C'était la partie la plus cruciale de ma stratégie, leur arrogance était mon plus grand atout. Ils devaient croire que j'étais inconsciente. Ils devaient continuer leur vie, sûrs que leur plan fonctionnait parfaitement. À l'intérieur, cependant, une révolution silencieuse était en marche. Le chagrin s'était installé en une résolution froide et dure. Je ne voyais plus Marc comme mon petit garçon perdu. Je le voyais comme un co-conspirateur. Je ne voyais plus Sophie comme une belle fille égarée. Je la voyais comme l'ennemi en chef. Mon amour pour eux avait été un soleil aveuglant, et maintenant qu'il était éteint, je pouvais tout voir avec une clarté parfaite et glaçante. Mon esprit,
qui m'avait semblé lent et encombré de souvenirs, était soudain de nouveau affûté. La comptable en moi était réveillée, et elle était furieuse. La première étape fut la reconnaissance. J'attendis un jour où ils allaient tous les deux en ville pour un déjeuner d'affaires, ce qui, je le savais, était un code pour une virée shopping. Dès que leur nouveau pick-up disparut au bout de la longue allée, je n'allai pas dans ma chambre, mais dans l'ancien bureau de David. C'était la seule pièce de la maison qu'ils avaient largement ignorée, la jugeant poussiéreuse et remplie de vieilles affaires de fermier. Ils n'avaient aucune idée que c'était le cœur de toute l'opération. C'était là que David gardait tout ce qui était important, organisé avec une précision qui frisait l'obsession. Je passai mes doigts sur les tranches de ces vieux journaux agricoles, l'odeur du vieux papier et du cuir emplissant l'air. J'avais l'impression qu'il était là avec moi, un partenaire silencieux dans mon plan naissant. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, juste un sentiment, une intuition que David, dans son infinie clairvoyance, m'avait laissé quelque chose. Mes yeux balayèrent la pièce, passant devant les photos encadrées d'un Marc plus jeune et plus heureux, et s'arrêtèrent sur une grande carte encadrée du département datant des années 1970. C'était une carte géologique. Cela ressemblait à une simple décoration, mais je connaissais David mieux que cela. Rien dans cette pièce n'était juste de la décoration. Je décrochai le lourd cadre du mur. Comme je m'y attendais, le dos n'était pas scellé avec du papier brun, mais avec un faux panneau, maintenu par de minuscules attaches. Mon cœur commença à battre plus vite. D'une main tremblante, j'ouvris l'arrière du cadre. Scotché à l'intérieur se trouvait une grande clé plate et un simple morceau de papier plié. Sur le papier, de l'écriture familière et ferme de David, il y avait une courte note, pour ma Carole. Juste au cas où le monde oublierait ce qui a vraiment de la valeur. La clé était pour l'ancien coffre-fort encastré dans le sol, caché sous le tapis en peau d'ours qu'ils chérissaient. Un coffre dont Marc et Sophie ne connaissaient même pas l'existence. Je roulais le lourd tapis, les poussières dansant dans la lumière de l'après-midi. Je m'agenouillais, insérais la clé dans la serrure que je n'avais pas vue depuis plus de 10 ans, et tournais. La lourde porte en acier s'ouvrit avec un grincement silencieux et satisfaisant. À l'intérieur, il n'y avait ni argent liquide ni bijoux. Il y avait des documents. Des classeurs, des dossiers et des papiers juridiques, tous méticuleusement organisés. Et sur le dessus de la pile se trouvait un épais dossier relié en cuir avec une simple étiquette estampée, droit d'eau et fonds fiduciaire minier de la ferme Miller. Mon souffle se coupa. Je m'en souvins maintenant, en un éclair. Il y a des décennies, lors d'une sécheresse qui avait failli ruiner la moitié du département, David était devenu obsédé par l'eau. Il avait dépensé une fortune en études et en frais juridiques. Il m'avait dit qu'il séparait les droits d'eau de l'acte de propriété, les plaçant dans un fonds fiduciaire privé. La terre ne vaut que par l'eau qu'elle recèle, Carole, avait-il dit. Un jour, cette eau vaudra plus que tout l'or de ces collines. À l'époque, cela avait semblé être une excentricité, un autre des plans prudents et excessifs de mon mari pour une catastrophe qui pourrait ne jamais arriver. Marc n'était qu'un adolescent à l'époque, plus intéressé par les voitures que par les contrats. Il ne se souviendrait pas. Sophie, bien sûr, n'en aurait eu aucune idée. Ils avaient hypothéqué la terre sèche et poussiéreuse. Ils avaient laissé le vrai trésor intact, parce qu'ils n'avaient même jamais su qu'il était là. Un lent sourire se dessina sur mon visage. C'était le premier sourire sincère que j'avais ressenti depuis des mois. Il était froid, il était acéré, et il était rempli de la promesse d'une revanche. Je sortis le lourd dossier du coffre-fort, son poids réconfortant dans mes mains. C'était ça. C'était l'arme que j'ignorais posséder. Je refermai le coffre, remis le tapis en place, et raccrochai la carte au mur, mes mouvements précis et calmes. Ma prochaine étape était claire. Je pris le téléphone et composai un numéro que je connaissais par cœur. « Allô, maître Dubois ?» dis-je, ma voix ferme et assurée. « C'est Carole Miller. J'ai besoin de prendre rendez-vous. Il est temps de revoir la succession de David. Plus précisément, il est temps de parler de l'eau. » Ma rencontre avec maître Dubois fut comme un retour dans un monde que je pensais avoir quitté. Son bureau était le même qu'il l'avait toujours été, sentant les vieux livres, le cuir et le café fort. Maître Dubois, avec sa tignasse blanche et ses yeux qui avaient tout vu, me regarda par-dessus ses lunettes alors que je posais le dossier relié en cuir sur son large bureau en acajou.
Il écouta sans m'interrompre pendant que je racontais l'histoire, pas seulement celle du babyphone, mais aussi celle du tracteur, de la procuration, et du vol lent et insidieux de ma vie. Je ne pleurais pas. Ma voix était aussi égale et ferme qu'une ligne de géomètre. Quand j'eus terminé, il resta silencieux pendant un long moment, son regard fixé sur le dossier. David était un homme intelligent, dit-il finalement, un sourire triste effleurant ses lèvres. C'était un fermier, mais il pensait comme un grand maître d'échecs. Il a toujours cru qu'il fallait protéger sa reine. Il ouvrit le dossier, et pendant l'heure suivante, nous ne fûmes pas une veuve en deuil et un vieil ami de la famille. Nous fûmes une équipe. La comptable et l'avocat. Il confirma tout. Le fonds fiduciaire était inattaquable, enregistré auprès de la préfecture il y a des décennies. J'en étais l'unique administratrice et bénéficiaire. Les droits d'eau m'appartenaient, complètement et irrévocablement séparés de l'acte de propriété que Marc et Sophie avaient si avidement hypothéqué. Ils possédaient également une créance sur une parcelle de terre aride, rien de plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire, Carole ? Demanda maître Dubois, sa voix douce mais ses yeux perçants. Nous pouvons les poursuivre pour fraude. Nous pouvons porter plainte. Ce serait salissant, public. Je secouai la tête. Un spectacle public, c'est ce que Sophie voudrait, un drame dont elle pourrait être l'héroïne. Et cela me lierait toujours à eux, par le biais des tribunaux, des avocats et des interrogatoires. Je ne voulais plus être enchaînée à eux. Je voulais être libre. Non, dis-je, ma voix claire. Je ne veux pas les punir, maître Dubois. Je veux qu'ils affrontent les conséquences de leurs propres actions. Je veux qu'ils soient défaits par leur propre avidité, pas par ma vengeance. Maître Dubois se pencha en arrière, un air de profond respect sur son visage. Une solution beaucoup plus élégante, murmura-t-il. Et puis, il exposa le chemin. Il connaissait les acteurs du département, les besoins changeants de la communauté agricole. Il me parla d'un nouveau consortium, un groupe de grandes fermes biologiques qui avaient récemment acheté des milliers d'hectares en aval. Leur plus gros problème ? Une source d'eau fiable. La préfecture avait durci la réglementation, et leurs permis existants étaient insuffisants pour leur expansion prévue. Ma ferme, grâce à la prévoyance de David, se trouvait sur l'une des nappes phréatiques les plus productives de toute la région. Mes droits d'eau n'étaient pas seulement précieux. C'était un ticket d'or. L'exécution fut rapide et silencieuse. Pendant que Marc et Sophie étaient occupés à choisir des berceaux de créateurs et à se féliciter de leur ingéniosité, j'étais engagée dans une série de réunions discrètes. Maître Dubois fit les premières démarches confidentielles. Puis vinrent les représentants du consortium, des hommes en costumes élégants qui semblaient déplacés sur mon perron poussiéreux. Ils n'étaient pas intéressés par ma maison ou ma grange. Ils parcoururent la propriété avec des hydrologues, leurs yeux fixés sur le sol, étudiant des cartes et prenant des mesures. J'ai dit à Marc qu'il venait de l'université, qu'il faisait une étude géologique pour la préfecture. Il leva à peine les yeux de son téléphone. « Peu importe, maman, avait-il dit. Assure-toi juste qu'il ne gêne pas. » Nous négocions dans le bureau de maître Dubois en ville. Ils étaient professionnels, coriaces, mais ils avaient besoin de ce que j'avais. Ils firent une première offre pour un bail à long terme des droits d'eau. C'était une somme stupéfiante, suffisante pour vivre confortablement le reste de mes jours. Je regardais le chiffre, puis je regardais maître Dubois. Il me fit un léger signe de tête, presque imperceptible. Je repoussai le papier sur la table. « C'est un bon début, dis-je, ma voix ne trahissant aucune émotion. Mais compte tenu du marché actuel et des besoins projetés de votre exploitation, je pense que nous pouvons faire mieux. Parlons d'une prime à la signature. » Pour la première fois, les hommes en costume hurlèrent surpris. Ils avaient l'habitude de traiter avec des fermiers désespérés, pas avec une vieille dame tranquille qui connaissait sa propre valeur. Nous nous mîmes d'accord sur un chiffre qui fit trembler mes mains quand je le vis écrit. Le bail à long terme me fournirait un revenu généreux chaque année pendant les 50 prochaines années. Mais la prime à la signature, une somme forfaitaire versée à l'exécution du contrat, était astronomique. C'était plus d'argent que David et moi n'avions jamais rêvé d'avoir. C'était de l'argent qui allait changer ma vie. C'était l'argent de la liberté. Le jour où j'ai signé les papiers, j'ai ressenti une sensation de calme que je n'avais pas connue depuis des années. J'ai demandé à maître Dubois de déposer l'intégralité de la prime à la signature sur un nouveau compte dans une autre banque, à mon seul nom. Puis, j'ai fait un chèque personnel de ce nouveau compte.
Il était libellé au nom de la banque qui détenait les 2 hypothèques frauduleuses sur ma ferme. La mention au dos indiquait simplement « paiement intégral ». Je reprenais ma terre, libre et claire. Mais je laissais la dette, une dette maintenant due à moi, peser directement sur la tête de mon fils. Le piège n'était plus pour moi. Il était pour eux. Et ils étaient sur le point d'y tomber tout droit. La première secousse dans le monde parfait de Marc et Sophie fut petite, presque imperceptible. Cela s'est passé à la caisse de l'épicerie fine en ville, celle qu'ils fréquentaient pour ses fromages importés et ses aliments biologiques pour bébés. Sophie passait sa carte de crédit, une carte platine dont je payais les frais annuels depuis des années, et elle fut refusée. Elle réessaya, une lueur d'agacement traversant son visage. Refusée. La 3e fois, la caissière, une jeune fille qui connaissait notre famille, la regarda avec excuse. « Je suis désolée, Madame Miller, il est indiqué que le compte a été clôturé. » Sophie, embarrassée et contrariée, a dû laisser un panier plein derrière elle. Elle est rentrée furieuse, entrant en trombe dans la cuisine où j'épluchais calmement des pommes pour une tarte. « Carole, as-tu fait quelque chose à ma carte de crédit ?» a-t-elle exigé, sa voix sèche. J'ai levé les yeux de mon travail, feignant une légère surprise. « Votre carte ? » ? « Non, ma chérie. J'ai cependant annulé la carte supplémentaire sur mon compte. Les frais annuels devenaient si élevés, et j'essaie de réduire mes dépenses. » Je me suis tournée vers mes pommes, mon couteau d'office faisant un bruit doux et rythmé. « Tu devras parler à Marc pour en obtenir une à ton nom. » L'implication était claire, mon soutien financier avait pris fin. Son expression était un mélange de choc et d'indignation. Elle était sans voix, une condition rare pour Sophie. Elle est restée là, me regardant, comme si elle me voyait pour la première fois comme une entité séparée, et non comme une extension de ses besoins financiers et de ceux de Marc. La secousse suivante fut plus forte. Une semaine plus tard, Marc est rentré pâle. Il tenait une enveloppe neuve et officielle. « Maman, j'ai reçu une lettre de la banque, » dit-il, essayant d'avoir l'air décontracté, mais une angoisse frénétique aiguisait sa voix. « C'est un état de remboursement. Il dit que les hypothèques sur la ferme ont été entièrement payées. » Il me regarda, les yeux écarquillés de confusion. Il dit que le prêteur est maintenant un fonds fiduciaire privé. Le fonds fiduciaire Famille Dubois. Est-ce Maître Dubois? Qu'est-ce qui se passe? J'essuyai mes mains sur mon tablier et m'assis à table, lui faisant signe de me rejoindre. Oui, c'est Maître Dubois, dis-je calmement. J'ai décidé que la ferme était un actif trop précieux pour être mis en garantie auprès d'une banque. Alors, j'ai fait racheter la dette par mon fonds fiduciaire. C'est beaucoup plus sûr ainsi. Tous les paiements seront désormais effectués directement à moi. Je laissai cela faire son chemin. Le silence dans la pièce était lourd, épais de tout ce qui n'était pas dit. Il n'était plus seulement endetté. Il était endetté envers moi. La dynamique du pouvoir dans la pièce s'était déplacée si complètement que c'était presque une force physique. Il me fixait, la bouche ouverte et se refermant, mais aucun mot ne sortait. Le fils décontracté et plein de droits avait disparu, remplacé par un homme réalisant soudain qu'il était dans une cage qu'il avait lui-même construite. Mais le véritable tremblement de terre, celui qui allait briser leur fondation, était encore à venir. Il fut délivré par un homme que Marc courtisait depuis des semaines, un promoteur immobilier nommé Monsieur Duval, un homme d'affaires rusé avec des projets de construction de maisons de luxe de style ranch. Le grand plan de Marc, son échappatoire à la vie de fermier, était de vendre une parcelle de 100 hectares de la ferme à Monsieur Duval. C'était la clé pour rembourser leur dette personnelle croissante et financer le style de vie somptueux de Sophie. Il se vantait de l'accord imminent depuis un mois. L'appel arriva alors que nous étions tous dans le salon. Marc le mit sur haut-parleur, un sourire suffisant sur le visage, s'attendant clairement à ce que je sois impressionné par l'offre finale. « Marc, » la voix de Monsieur Duval retentit du téléphone, « j'ai le rapport final de mon équipe de diligence raisonnable ici. Et nous avons un problème. Un gros problème. » Le sourire de Marc vacilla. « Un problème? Quel genre de problème? » « Le genre de problème qui tue l'affaire, » dit Monsieur Duval sans détour. « Votre propriété n'a pas de droit d'eau, fiston, aucun. Ils ont été séparés de l'acte de propriété et placés dans un fonds fiduciaire privé dans les années 80. Nous venons d'apprendre que ce fonds a conclu un accord de bail exclusif de 50 ans avec le consortium agricole biologique en aval. » Il y eut un silence.
En gros, Marc, vous essayez de me vendre 100 hectares de désert glorifié. Sans eau, cette terre ne vaut rien pour le développement. Je suis désolé, mais nous nous retirons. Le clic du téléphone mettant fin à l'appel fut le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Marc resta figé, la couleur s'échappant de son visage. Sophie, qui admirait ses ongles, leva les yeux, son expression passant de l'ennui à la confusion, puis à la panique pure et simple. Ils avaient hypothéqué la ferme, accumulé d'immenses dettes, et construit tout leur avenir sur l'hypothèse d'une vente maintenant impossible. La terre qu'ils pensaient être leur poule aux œufs d'or n'était que de la terre. Ils se regardèrent, puis leurs yeux, d'un commun accord horrifié, se tournèrent lentement vers moi. Je restais simplement assise dans mon fauteuil, tricotant, et je rencontrais leurs regards avec un sourire calme et silencieux. Le plateau de jeu était en place. Et c'était enfin mon tour de jouer. Le silence qui suivit l'appel de M. Duval était une chose vivante. Il était épais de la mort de leurs rêves et de la naissance de leur terreur. Le visage de Marc était un masque d'incrédulité, son esprit luttant clairement pour assimiler l'information. Mais Sophie, toujours la plus rapide des deux, se remit la première. Sa panique se transforma en rage pure et sans phare. Ses yeux, rétrécis en fente, se fixèrent sur moi. La prétention de la belle fille douce et attentionnée s'évapora comme la brume matinale sur une poêle chaude. « Toi » siffla-t-elle, sa voix basse et venimeuse. Elle fit un pas vers mon fauteuil. « Tu as fait ça. C'est toi qui as manigancé tout ça. Les droits d'eau. Tu savais. Tu as toujours su. Ce n'était pas une question. C'était une accusation, lancée contre moi comme une pierre. » Marc regarda de l'une à l'autre, une lueur de compréhension naissant dans ses yeux, rapidement suivie par l'instinct lâche de détourner le blâme. « Maman ? De quoi elle parle ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Je posais lentement mon tricot dans le panier à côté de ma chaise. Je pris mon temps, mes mouvements délibérés. Je n'étais plus la vieille femme fragile qui tressaillait à leur ton sec. J'étais en parfait contrôle, et il commençait juste à le comprendre. Je levai les yeux et rencontrai le regard de mon fils, le tenant jusqu'à ce qu'il soit le premier à détourner le regard. « Qu'est-ce que j'ai fait, Marc ? » demandai-je, ma voix calme, dénuée de l'émotion que je pensais ressentir. Elle était aussi fraîche et claire que l'eau qui courait profond sous nos pieds. Je n'ai rien fait d'autre que protéger mes biens. Une idée avec laquelle vous feriez bien de vous familiariser. Je tournai ensuite mon attention vers Sophie, qui vibrait littéralement de fureur. Et vous avez raison, Sophie. Je savais. Je savais que mon mari était un homme brillant qui protégeait sa famille et son héritage. Cette ferme, cette vraie ferme, n'est pas seulement la terre sur laquelle vous marchez. C'est une entreprise complexe, avec des actifs que vous ne pourriez même pas commencer à comprendre. Vous y avez vu une tirelire à casser. David et moi y voyons un avenir à sécuriser. Tu nous as sabotés, hurla Sophie, sa voix montant. On avait un marché. On allait enfin sortir de ce trou. Tu as fait ça pour nous faire du mal. Je laissai échapper un petit rire sec. C'était un son qu'ils n'avaient jamais entendu de ma part auparavant, et cela les surprit tous les deux. Vous faire du mal ? Ma chère, vous me donnez trop de crédit. J'ai simplement choisi de ne pas vous sauver de vous-même. Chaque décision qui vous a mené à ce moment était la vôtre. Le choix de me voir comme une ressource à épuiser, le choix de commettre une fraude en contractant des prêts à mon nom, le choix de construire un style de vie sur des dettes et des mensonges. C'était vous. Je me levai, et pour la première fois, je me sentis plus grande que d'eux. La dynamique avait été définitivement altérée. Je n'étais plus la dépendante, le fardeau. J'étais la créancière, la propriétaire foncière, la seule détentrice de la seule chose qui donnait de la valeur à cet endroit. Permettez-moi de vous expliquer clairement les nouvelles conditions de notre arrangement, dis-je, ma voix tranchant la tension. Comme je suis maintenant le titulaire de la sûreté sur cette propriété, vous commencerez à effectuer des paiements hypothécaires mensuels à mon fonds fiduciaire. À compter du 1er du mois prochain. J'attends qu'il soit à l'heure. Marc balbutia. Des paiements ? Nous ne pouvons pas nous permettre ça. La terre ne vaut rien, nous n'avons aucun revenu. Je lui lançai un regard froid et évaluateur. Cela ressemble à un problème personnel ? Pas à un problème professionnel, répondis-je, utilisant le même ton méprisant qu'ils avaient utilisé avec moi si souvent. Peut-être devrez-vous vendre certains de vos investissements. Le nouveau pick-up. Le sac de créateur.
Vous devrez apprendre à vivre selon vos moyens. Et puis, je posai la dernière limite. C'est ma maison. La maison principale. Vous avez vécu ici en tant que mes invités. Votre accueil a expiré. Je vais emménager à nouveau dans la maison principale à la fin du mois. Je vais transformer mon petit cottage actuel en bien locatif pour générer des revenus supplémentaires. Je marqua une pause, laissant le poids de mes mots s'installer. Vous avez 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Le choc sur leur visage fut total. C'était une symphonie de bredouillements incrédules et de terreur naissante. Ils n'avaient pas seulement perdu leur ticket d'or, ils avaient perdu leur maison, leur filet de sécurité, tout leur monde. Sophie avait l'air d'avoir été physiquement giflée. Marc restait juste là, livide. Il ouvrit la bouche pour supplier, ses yeux soudain remplis des larmes désespérées d'un enfant à qui l'on a enfin dit non. Maman. Tu ne peux pas. On est la famille. Où irons-nous? Le bébé. Je levai une main, l'arrêtant net. Non, dis-je, ma voix baissant en un murmure glacial. N'ose pas utiliser cet enfant comme un bouclier maintenant. C'est vous qui étiez prêt à jouer avec son avenir, pas moi. Je me dirigeai vers la porte d'entrée et l'ouvris, laissant l'air frais du soir entrer. J'ai un rendez-vous en ville. Quand je reviendrai, j'attends que vous ayez commencé à faire vos cartons. Vos 30 jours commencent maintenant. Je sortis, refermant fermement la porte derrière moi, les laissant debout dans les ruines du monde qu'ils avaient construit sur ma gentillesse. Je ne regardai pas en arrière. Les 30 jours qui suivirent furent un lent et douloureux délitement pour Marc et Sophie. Leur choc initial se transforma en une attaque désespérée et multiforme. Ils essayèrent tout leur arsenal, les mêmes outils de manipulation qui avaient fonctionné si efficacement sur moi pendant des années. Mais maintenant, leurs armes étaient inutiles, claquant sans effet contre l'armure de ma nouvelle détermination. Je n'étais plus un public réceptif à leur drame. J'étais simplement la propriétaire, attendant que les locataires partent. D'abord vinrent les excuses. Marc me coinça dans la grange un après-midi, les yeux rougis et bouffis. Il parla de son amour pour moi, du stress qu'il subissait, de la façon dont Sophie lui avait mis des idées en tête. C'était une tentative pathétique et transparente de rejeter la faute et d'en appeler à la mère qu'il pensait encore exister. « Je suis tellement désolé, maman, pleura-t-il. J'ai fait une terrible erreur. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Ne fais pas ça à ton propre fils. » Je l'écoutais patiemment jusqu'à ce qu'il ait fini. « J'accepte tes excuses pour tes actions, Marc, dis-je, ma voix égale. Mais des excuses n'effacent pas les conséquences. L'avis d'expulsion tient. » Le regard sur son visage lorsqu'il réalisa que ses larmes n'avaient aucun pouvoir sur moi fut celui d'un émerveillement total. Ensuite, Sophie s'y essaya. Elle changea de tactique, passant de la rage à une douceur mièvre, tentant de faire appel à mon rôle de grand-mère. Elle laissait des livres sur l'éducation des petits-enfants sur la table de la cuisine ou parlait fort de combien le bébé manquerait de vivre à la ferme avec sa grand-mère. Un soir, elle s'approcha de moi avec une échographie. « Regarde, Carole, dit-elle doucement, sa voix dégoulinante de faux sentiments. Il a le menton des Miller. Tu ne veux pas être là pour le voir grandir? » Je regardais l'image granuleuse, puis je la regardais. « J'adorerais faire partie de la vie de mon petit enfant, » répondis-je, rencontrant directement son regard. « Et je suis sûre que vous le ferez venir me rendre visite ici, dans ma maison, une fois que vous serez installé dans votre nouveau foyer. » Elle arracha l'image, son masque de douceur s'effritant en un regard venimeux avant qu'elle ne sorte de la pièce en trombe. Quand la manipulation échoua, les menaces commencèrent. Elles furent d'abord voilées. « Tu sais, maman, beaucoup de gens en ville vont penser que tu es cruelle, de mettre à la porte ta belle-fille enceinte, » avertit Marc. Je répondis simplement, « Les gens en ville qui comptent connaissent déjà la vérité, Marc. Maître Dubois est un homme très respecté. » Les menaces s'escaladèrent en murmures d'action en justice, de lutte contre l'expulsion, de contestation du fonds fiduciaire. Je les laissais s'agiter. Je savais, et ils commençaient lentement à réaliser, qu'ils n'avaient aucun fondement juridique pour se défendre. Ils avaient signé les documents hypothécaires. Ils avaient fait défaut. La dette était réelle. Leur position était désespérée. La véritable justice poétique, cependant, vint des conséquences de leur propre choix de vie. Le nouveau pick-up dont Marc était si fier? Il fut saisi en pleine nuit, discrètement remorqué pendant qu'il dormait.
Les meubles coûteux qu'ils avaient utilisés pour remplacer les miens avaient été achetés à crédit. Sans mes revenus pour effectuer les paiements, ils furent obligés de les vendre en ligne pour une fraction de leur coût. Les regarder emporter le canapé élégant et moderne qu'ils avaient acheté pour remplacer le fauteuil préféré de David fut un moment particulièrement satisfaisant. Ils démantelaient littéralement le monde superficiel et matérialiste qu'ils avaient construit, pièce par pièce. Le point culminant de leur désespoir arriva la dernière semaine. Je rentrais d'un voyage au marché et trouvais, eux dans l'allée, essayant frénétiquement de charger leurs biens restants dans la petite berline de Sophie. Ils se disputaient, leur voix sèche et laide. Sophie blâmait Marc d'être faible, et il la blâmait d'être cupide. La façade soigneusement construite de leur partenariat parfait s'était effondrée sous le poids de la pression du monde réel. Ils s'étaient ruinés non seulement financièrement, mais moralement. Alors que j'arrivais, Marc s'approcha de moi une dernière fois, son visage un masque de défaite hagarde. « S'il te plaît, maman, supplia-t-il, sa voix se brisant. Juste un petit coup de main. Pour nous remettre sur pied. Pour le bébé. » Je regardais mon fils, un homme que je reconnaissais à peine, et ressentis un dernier et triste pincement de pitié, non pas pour sa situation, mais pour l'homme qu'il n'était pas parvenu à devenir. « J'aide, Marc, dis-je, ma voix plus douce maintenant, mais non moins ferme. Je vous donne l'opportunité d'apprendre une leçon que David et moi avons apprise il y a longtemps. On construit une vie avec du travail acharné et de l'intégrité, pas avec des raccourcis et des mensonges. Je fouillai dans mon sac et sortis un chèque. Ce n'était pas pour une grosse somme, juste assez pour un dépôt de garantie pour un petit appartement en ville et le premier mois de loyer. Ce n'est pas un cadeau, dit Jean le lui tendant. C'est le dernier prêt que tu obtiendras jamais de moi. J'attends d'être remboursé. Il prit le chèque, ses épaules s'affaissant dans une capitulation finale et absolue. Ils savaient que c'était fini. Ils emballèrent le reste de leurs affaires en silence et partirent en voiture, non pas vers le coucher de soleil de leurs rêves, mais vers la lumière crue de leur réalité. La ferme redevint silencieuse. Mais cette fois, le silence ne ressemblait pas à de la solitude. Il ressemblait à la paix. Le premier matin où je me suis réveillée à nouveau dans la maison principale, dans mon ancienne chambre, le silence fut ce que je remarquai le plus. Mais c'était un silence différent de celui que j'avais craint si longtemps. Ce n'était pas le silence lourd et solitaire du chagrin. C'était un silence propre, calme et vaste, rempli de possibilités. C'était le bruit de ma propre vie, m'attendant à recommencer. J'ouvris les fenêtres et laissai l'air frais du matin, sentant le foin et la terre humide, inonder la pièce. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Le premier ordre du jour fut une sorte d'exorcisme. J'ai passé une semaine à purger la maison de la présence de Marc et Sophie. J'ai rangé les meubles froids et minimalistes qu'ils avaient laissés, les donnant à une association caritative locale. J'ai décroché les œuvres d'art génériques et sans âme qu'ils avaient accrochées au mur et ressorti de l'entreposage les peintures de paysages préférées de David et nos photos de famille. J'ai frotté chaque surface, comme pour laver le souvenir de leur tromperie. Avec chaque boîte que j'emballais et chaque tableau que je raccrochais, j'avais l'impression de me réapproprier non seulement ma maison, mais ma propre histoire, ma propre identité. Une fois la maison rétablie dans sa chaleur et sa familiarité, j'ai tourné mon attention vers la ferme. Les revenus du bail des droits d'eau étaient plus que suffisants pour vivre, mais la terre elle-même m'appelait. Il ne s'agissait plus de profit. Il s'agissait de passion. J'ai embauché un jeune couple enthousiaste de l'école d'agriculture locale pour gérer les opérations quotidiennes. Ils étaient pleins de nouvelles idées sur l'agriculture durable et la rotation des cultures, des choses qui m'enthousiasmaient. Nous n'avions pas besoin de pousser la terre à ses limites pour faire un profit. Nous pouvions nous permettre de la laisser guérir, de la cultiver avec soin et respect. La clôture affaissée dans le pâturage ouest fut réparée. La grange reçut un nouveau toit solide. La ferme commença à respirer à nouveau, tout comme moi. Ma vie, qui s'était réduite aux 4 murs de ce petit cottage, commença à prendre de l'ampleur. J'ai renoué avec de vieilles amies que j'avais négligées, les invitant pour de longs déjeuners sur le perron. J'ai rejoint un club de lecture en ville, quelque chose que j'avais toujours voulu faire. J'ai suivi un cours de poterie, découvrant une joie surprenante dans le processus salissant et tactile du façonnage de l'argile avec mes propres mains. Moi, qui avais été faite pour me sentir vieille et inutile, j'étais soudain débutante à nouveau, et c'était exaltant. Chaque nouvelle amie,
Chaque nouveau loisir était un fil que je tissais dans la nouvelle tapisserie de ma vie, une vie dynamique, pleine et entièrement la mienne. La liberté financière fut, je l'admets, un plaisir profond. Mais il ne s'agissait pas de dépenses somptueuses. Il s'agissait du pouvoir tranquille du choix. C'était la possibilité d'acheter un billet d'avion pour visiter ma sœur sur un coup de tête. C'était la possibilité de créer une petite bourse d'études au lycée local au nom de David pour les étudiants se destinant à l'agriculture. C'était la satisfaction simple et profonde d'utiliser les ressources dont je disposais, non pas pour des sacs de créateurs ou de nouveaux pick-up, mais pour créer des ondes positives dans le monde autour de moi. Je n'étais plus une victime de mes finances. J'en étais la maîtresse d'œuvre. Un après-midi, j'étais assise sur mon perron, esquissant les montagnes au loin, lorsqu'une voiture s'est arrêtée dans l'allée. C'était Marc. Il était seul. Il semblait plus maigre, fatigué, mais il y avait une clarté dans ses yeux que je n'avais pas vue auparavant. Il ne demanda pas d'argent. Il resta là un instant, regardant la grange restaurée et les champs sains. Elle a fière allure, maman, dit-il doucement. Elle ressemble à ce qu'elle était. Il me dit qu'il avait un travail, dans une équipe de construction. C'était un dur travail physique, dit-il, mais c'était honnête. Sophie travaillait aussi, comme réceptionniste. Il s'en sortait, à peine. Il me tendit une petite enveloppe froissée. À l'intérieur, il y avait 100 € en espèces. C'est le premier paiement, dit-il. Sur le prêt. Je pris l'enveloppe. Ce n'était pas l'argent qui importait. C'était le principe. C'était un début. Je ne l'invitais pas à entrer. Nous n'en étions pas là. Mais alors qu'il s'éloignait en voiture, je sentis une lueur de quelque chose qui n'était ni pitié ni colère. C'était un espoir lointain et fragile. Pas pour un retour à ce qui était, mais pour la possibilité que mon fils puisse, un jour, retrouver le chemin de l'homme qu'il était censé être. Mais mon bonheur n'était plus lié à ce résultat. Ma paix était la mienne, gagnée et payée. J'avais ma maison, mes amis, mes passions, et un avenir qui s'étendait devant moi, aussi clair et prometteur qu'un ciel après l'orage. J'étais enfin, vraiment, libre. Alors que les saisons passaient sur la ferme, les pages de ma nouvelle vie tournaient aussi. Les arêtes vives de la trahison commencèrent à s'adoucir, non pas par le pardon, mais par la douce érosion du temps et de la distance. La douleur n'était plus une plaie ouverte, mais une cicatrice, un rappel permanent d'une bataille menée et gagnée. Elle ne me définissait pas, mais elle faisait partie de mon histoire, un témoignage de ma propre résilience. Souvent, le soir, je me retrouvais assise dans l'ancien fauteuil de David, celui que j'avais sauvé de l'entreposage, juste à regarder le soleil se coucher derrière les montagnes, et à penser. J'avais l'habitude de croire que l'amour signifiait sacrifice sans limite. Je pensais qu'être une bonne mère signifiait absorber les difficultés de mes enfants, amortir leurs chutes et effacer leurs erreurs. Je vois maintenant combien j'avais tort. Mon soutien inconditionnel n'avait pas aidé mon fils à grandir. Il avait encouragé sa faiblesse. Il lui avait permis de rester un garçon, s'attendant à ce que sa mère nettoie ses bêtises. La plus grande gentillesse que je lui ai jamais montrée n'était pas le chèque pour le tracteur, mais l'avis d'expulsion. Je l'avais forcé, finalement, à se tenir debout tout seul. Savoir s'il marcherait droit dépendait de lui, mais mon rôle de béquille était terminé. J'ai aussi appris quelque chose de profond sur la force. Pendant la majeure partie de ma vie, je pensais que la force était l'endurance, traverser la tempête, tenir bon, maintenir la paix à tout prix. La force tranquille d'une femme qui maintient une famille unie. Mais il y a une autre sorte de force, une sorte plus bruyante et plus difficile. C'est la force de dire non. La force de tracer une ligne et de la défendre. La force de se choisir soi-même, même si cela signifie décevoir les gens qu'on aime. Cette force ne vient pas de la colère ou de la vengeance. Elle vient d'un sentiment inébranlable de valeur personnelle. C'est la connaissance tranquille et certaine que vous n'êtes pas une ressource à épuiser, mais une vie à honorer. David le savait. Alors que je triais d'autres de ses vieux papiers, j'ai trouvé une lettre qu'il m'avait écrite, glissée dans son livre de poésie préféré. Il l'avait écrite des années avant de partir. Ma très chère Carole, commençait-elle. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis partie, et que tu navigues dans le monde sans moi. Je m'inquiète pour ton cœur généreux. C'est ton plus beau cadeau, mais le monde peut être insouciant avec les cœurs généreux. Souviens-toi de ceci,
Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu donnes aux autres, mais à l'amour et au respect que tu portes à toi-même. Ne laisse jamais personne, pas même notre propre sang, te faire sentir petite ou insignifiante. Ta vie est ton chef-d'œuvre. Ne laisse jamais personne d'autre tenir le pinceau. En lisant ces mots, j'ai enfin compris le véritable héritage qu'il m'avait laissé. Ce n'était pas la ferme, et ce n'était pas les droits d'eau. C'était la croyance inébranlable en ma propre force. Il avait vu l'acier dans ma colonne vertébrale bien avant que je ne sois forcée de la trouver moi-même. Les droits d'eau n'étaient que sa façon de s'assurer que j'avais les outils dont j'aurais besoin le moment venu. La plus grande révélation ne fut pas d'entendre la trahison de mon fils sur le babyphone. La plus grande révélation fut de réaliser que j'avais le pouvoir de surmonter tout cela depuis le début. Maintenant, ma vie est tranquille, mais elle n'est pas petite. Elle est remplie de la richesse des choses simples, le goût d'une tomate de mon jardin, les rires d'amis autour de ma table, la satisfaction des comptes bien tenus, et la beauté époustouflante d'un lever de soleil sur ma terre. J'ai découvert que la paix n'est pas l'absence de conflit. La vraie paix est l'absence de peur. La peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé, la peur de ce que les autres pourraient penser. Une fois que tu lâches cette peur, tu es vraiment libre. Je ne suis plus seulement la gardienne des souvenirs de David. Je suis la créatrice des miens. Et les meilleurs chapitres, je le sens, restent à écrire. La semaine dernière, ma petite fille est née. Marc m'a appelé de l'hôpital, la voix chargée d'une émotion que je n'avais pas entendue depuis des années, l'émerveillement sincère. Il m'a envoyé une photo. Elle était minuscule, ridée, et absolument parfaite. Elle avait mes yeux, mais le menton de son père. Quelques jours plus tard, lui et Sophie l'ont amenée à la ferme. Ce ne fut pas une longue visite. C'était gênant et hésitant, deux mondes se heurtant sur mon perron. Sophie était réservée, le fantôme de son ancienne arrogance remplacé par une prudence lasse. Marc était silencieux, tenant sa fille comme si elle était faite de verre filé. Je ne les ai pas invités à entrer. Ce n'était pas le moment. Mais j'ai tenu ma petite fille un instant. En regardant son petit visage endormi, j'ai ressenti une vague d'amour si féroce et pure qu'elle m'a presque coupé le souffle. Mais cet amour était différent. Ce n'était pas un amour aveugle et sacrificiel. C'était un amour sage, un amour protecteur. Cet enfant serait aimé, mais on lui enseignerait aussi la force et l'intégrité. On lui apprendrait à respecter les autres, mais surtout, à se respecter elle-même. Je veillerai à cela. En la rendant à Marc, je l'ai regardée dans les yeux. Elle est magnifique, dis-je, et elle mérite le meilleur de toi, Marc. Assure-toi de le lui donner. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. Il hocha la tête, une promesse silencieuse passant entre nous. Alors qu'il s'éloignait en voiture, je n'ai pas ressenti de sentiment de perte ou de nostalgie de ce qui aurait pu être. J'ai ressenti un sentiment de justesse. Ma famille n'était pas brisée. Elle était simplement redéfinie. Ma relation avec mon fils n'était plus une relation d'obligation et de dépendance, mais une relation de limites claires et un potentiel de respect gagné. Mon rôle n'était plus celui de la matriarche silencieuse, mais l'encre inébranlable de l'héritage de cette famille, un phare montrant le chemin du retour au port sûr, mais pas un canot de sauvetage pour les secourir des tempêtes qu'ils avaient eux-mêmes créées. Ma paix n'était plus conditionnelle à leur bonheur ou à leur présence dans ma maison. Aujourd'hui, ma vie est une symphonie de joie simple. Ce matin, j'ai regardé le soleil se lever avec une tasse de café fort, les hydrologues du consortium prenant des mesures discrètes près du ruisseau. Ils m'appellent Madame Miller, avec un respect qui n'a rien à voir avec mon âge et tout avec ma position de femme d'affaires astucieuse qui a conclu la meilleure affaire d'eau que ce département ait jamais vue. Plus tard, je travaillerai dans mon jardin, mes mains dans la terre riche de la terre pour laquelle j'ai combattu. Cet après-midi, mon club de lecture se réunit sur mon perron. Nous boirons du thé glacé et disputerons des personnages et des fins. Ma vie est pleine. Elle est la mienne. Le silence qui me hantait autrefois est maintenant un ami cher, un espace de pensée, de créativité, de paix. Mon mari avait raison. Cette ferme n'est pas juste de la terre et du bois. C'est un témoignage du fait qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour réécrire sa propre histoire. On peut être victime de ses circonstances, ou on peut être l'architecte de sa propre victoire. La voix qui me chuchotait autrefois mes peurs rugit maintenant avec la conviction de ma propre force. C'est le dernier, le plus grand trésor que cette terre m'ait donné. La voix dans ma tête, la voix dans mon cœur, est enfin, complètement,
la mienne. Merci d'avoir marché avec moi dans ce voyage, d'avoir écouté mon histoire. Cela signifie plus que vous ne le savez. Si mon histoire a résonné en vous, si elle vous a donné une étincelle d'espoir ou de force, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement pour que nous puissions partager d'autres histoires comme celle-ci. Et j'aimerais vraiment que vous laissiez un commentaire, me disant de quelle ville ou de quel pays vous écoutez. Savoir où vous êtes dans le monde me rappelle que si nos histoires peuvent être personnelles, la force que nous y trouvons est universelle. Merci d'avoir écouté.